3 minutes de retard. Et nous allons commencer par faire l'appel. Alors, je suis présent. Madame Marielle Etienne. Présent. Monsieur Jean-François Girard. Présent. Monsieur Patrick Collin. Présent. Madame Sandrine Ness. Présent. Monsieur Jean-Claude Pénicaud, j'ai un pouvoir. Madame Marie-Pierre Évrard. Présent. Monsieur Emmanuel Dupuis. Présent. Monsieur Cyril Lecarme. Présent. Madame Colette Lopez. Présent. Monsieur Bernard Fichy. Présent. Monsieur Nicolas Boisseau. Présent. Monsieur Pascal D'Amato. Présent. Samy Veillard, j'ai son pouvoir. Et Marie-Thérèse Terreri. Madame Marie-Thérèse Terreri. Voilà, je vais demander à Marielle si elle veut bien de lire le compte rendu sommaire de la réunion du conseil municipal du vendredi 29 mai 2020, s'il vous plaît. Donc, au conseil du 29 mai 2020, le conseil municipal a fait l'approbation des comptes administratifs 2019 comme suit. Donc, le budget commune, section de fonctionnement, donc en dépenses 2 434 391 euros et en recettes 2 949 457,80 euros avec un excédent de 515 066,03 euros. Et en section d'investissement, donc dépenses 826 226,25 euros et en recettes 1 732 685,72 euros. Un excédent de 906 459,47 euros. Un résultat global de l'exercice 2019 de 1 421 525,50 euros. Pour le budget du port, donc en section de fonctionnement, en dépenses 180 781,33 euros et en recettes 164 800,18 euros. Un déficit de 16 981,15 euros. Et en section d'investissement, donc des dépenses de 3 23 321,30 euros. Recettes 2 212 164 003 euros et un déficit de 811 157,27 euros. Un résultat global de l'exercice 2019 moins 828 138,42 euros. Pour le budget du golf, section de fonctionnement, en dépenses 161 742,42 euros, en recettes 42 342,94 euros et un déficit de 119 399,48 euros. Pour la section d'investissement, pour le budget golf, donc dépenses 63 932,20 euros et en recettes 137 064 euros. En excédent, 73 131,80 euros. Et le résultat global de l'exercice 2019 pour le budget golf, moins 46 267,68 euros. Budget lotissement, section de fonctionnement, en dépenses 282 952,50 euros, en recettes 282 952,50 euros. Et en section d'investissement, pour les dépenses 282 952,50 euros et en recettes 282 958,50 euros, donc un résultat global de l'exercice de 0. Affecter le résultat de l'année 2019 des différents budgets comme suit. Donc pour le budget commune, 515 066,3 euros en réserve, R1068 en investissement. Pour le budget port, moins 117 142,68 euros, déficit reporté en dépenses au chapitre 0022. Pour le budget golf, moins 248 402,33 euros, ce déficit est reporté aux dépenses au chapitre D002. Et le budget de lotissement, donc moins 9 535 052 euros et déficit reporté en dépenses au chapitre 002. Il est également décidé de fixer les taux des taxes directes locales. Donc pour les taxes d'habitation, 9,44%. Pour le foncier bâti, 15,17%. Et pour le foncier non bâti, 42,13%. Alors, le bureau a également voté les indemnités du maire et des adjoints selon la population de référence et a autorisé la majoration des indemnités de
construction justifiée par le classement de la commune en station touristique de 10 000 à 20 000 habitants, selon l'article L 2127-22 et R 2123-23 du Code général des collectivités territoriales. Il a également procédé à la constitution des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal et a élu ses délégués au sein des différents organismes et syndicats, selon l'article L52.11-8 du Code général des collectivités territoriales. Il a également approuvé la prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, déclarée en application de l'article 4 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Il a également procédé au vote des tarifs complémentaires pour le port et voté les tarifs complémentaires pour le marché. A entendu diverses informations concernant donc M. Jean-Claude Pénicaud, qui a pris la parole pour évoquer la richesse des débats qui a eu lieu avant le conseil municipal et qui ne sera pas une chambre d'enregistrement. M. Jean-François Girard communique également sur la situation sanitaire du Covid-19. Le département de la Vendée est passé de 0,32% de personnes infectées en début de crise à un taux de 0,90%. Ça, c'est selon le rapport de l'ARS. Et M. Girard précise qu'il faut être très exigeant sur les mesures barrières pour ne pas passer dans la limite des 1%. M. Nicolas Boisseau et Mme Sandrine Leiss ont distribué à chaque commerçant, le samedi 30 mai, une charte commerçant avec les recommandations des gestes barrières et visuels. Et voilà ce qu'on a pour le compte rendu du bureau du 29 mai 2020. Merci Marielle. Qui est pour adopter ce compte rendu? Voilà. Il est adopté et je vais vous demander de le signer, de faire tourner autour de la table dans le sens des aiguilles d'une montre. Nous allons désigner aujourd'hui deux choses. Il faut d'abord désigner la secrétaire. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Marie-Thérèse, est-ce que tu viens être la secrétaire aujourd'hui? Pourquoi pas, oui. Et ben voilà, ça c'est gentil. Et puis, j'ajoute aussi à l'ordre du jour une décision modificative au budget de la commune, tout petit ajout. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non, tout le monde est d'accord. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va, j'en enlève deux aussi deux délibérations, notamment celle prévue pour l'élection d'un nouvel adjoint suite à la démission du 4e adjoint. Pourquoi? Parce que la démission du 4e adjoint doit être acceptée par le préfet. On attend le retour de la préfecture. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas réorganiser les commissions en création d'une délégation spéciale pour le nouvel adjoint, comme je l'avais expliqué, et ni pour la nomination du 4e adjoint, du nouveau 4e adjoint, enfin nomination, élection du nouvel adjoint suite à la démission. Donc on fera ça la fois prochaine. Ce n'est que partie remise. Nous allons passer à la première délibération qui nous est imposée, vous savez, par une date de conseil municipal qui est nationale et qui nous impose justement aujourd'hui de désigner les délégués et suppléants pour les élections sénatoriales. Je vous rappelle, pour mémoire, la constitution du collège électoral. Le collège électoral comprend, à l'article L280 et R130-1 du Code électoral, des députés et des sénateurs, des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département, des conseillers départementaux, des délégués des conseillers, enfin des conseillers municipaux ou des suppléants de ces délégués. Donc ça c'est suite à l'article L283 à L293 et R131 à R147 du Code électoral. Donc nous allons suivre le décret numéro 2020-812 du 29 juin 2020 qui a pour objet d'arrêter la date de convocation des collèges électoraux en vue du procédé à l'élection des sénateurs. Je vous rappelle que ces collèges électoraux seront convoqués le dimanche 27 septembre 2020 pour élire les sénateurs des départements de la série 2, figurant au tableau 5, annexé au code électoral. Ainsi, et ce sera la même chose pour la Polynésie française, je vous dis, et pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et oui, c'est toute une. L'élection des délégués et des suppléants des conseils municipaux est fixée le 10 juillet 2020, donc c'est aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes ensemble, dans tous les départements qui sont dans ce tableau
numéro 5 annexé au code électoral. Le nombre de ces délégués varie selon la population de la commune. Donc il y a 3 délégués pour les conseils municipaux de 15 membres, c'est ce qui nous correspond. Et le nombre des suppléants à élire est déterminé aussi de la même façon par rapport au nombre de délégués titulaires élus dans les communes de moins de 9000 habitants, ce qui fait qu'on va avoir à élire 3 et 3. 3 titulaires, 3 suppléants. Je vous rappelle que l'élection des délégués et celle de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 27 septembre 2020 se déroulera séparément au scrutin majoritaire à 2 tours parmi les seuls membres du conseil municipal. Et les candidats peuvent se présenter soit séparément, soit sur une liste complète ou non. Le dépôt des candidatures n'est soumis à aucune réglementation. Je vous rappelle aussi que la composition du bureau électoral se fera comme suit, composé par les 2 membres du conseil municipal les plus âgés à l'ouverture du scrutin et des 2 membres présents les plus jeunes. Et il s'agit, dans notre cas, de M. Jean-François Girard, de Mme Colette Lopez, de M. Nicolas Boisseau et de M. Cyril Lecam. Et la présidence du bureau est assurée par mes soins. Nous allons donc procéder à l'élection du délégué, mais d'abord les candidats. Alors les candidats, donc c'est une liste, liste de titulaires et liste de suppléants. On va commencer d'abord par la liste des titulaires. Et j'ai reçu comme liste la liste composée de Madame Marie-Thérèse Terrery, de Monsieur Emmanuel Dupuis et de moi-même, Laurent Huget. Et on peut procéder au vote Alors, du coup, on distribue à chacun d'entre vous une feuille de papier, une enveloppe. Vous indiquez pour quelle liste vous souhaitez voter. Vous pouvez faire la totalité de la liste ou partiellement. Et on passera à ce moment-là auprès de chacun d'entre vous pour déposer l'enveloppe dans l'urne. Et ensuite, on passera partiellement. Je vous laisse les assesseurs. Je rappelle les noms de la liste, une liste unique. Donc Madame Marie-Thérèse Terrery, Monsieur Emmanuel Dupuis et Monsieur Laurent Huget. On a les 2 pouvoirs. Donc on vote 2 fois. Les 3 noms sur le même papier, il n'y a pas de problème. Vous Vous pouvez mettre les 3 noms sur le même papier parce que Laurent a proposé un scrutin liste. Donc c'est la liste de 3 personnes principalement. On peut mettre liste aussi. Pardon? On peut avoir une liste. Oui, alors, Marielle et moi, on a deux votes. À voter. À voter. Oui. À voter.
Son quinze. Génial, merci. Aucun. Pour Colette. Alors, je lis tous les noms sur chaque. Non, tu dis Le nom combien de... Le nombre Trois. de bulletins Non, le nom de bulletin. Le nombre de bulletins Le nombre de qui sont bulletins. pour, qui sont les... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais sur les 15, il me semble qu'il y en a un. Il manque un. Oui, c'est normal. J'ai un bulletin avec Marie-Thérèse Hariri et Emmanuel Dupuis. Bah, il est bon. Bon, alors c'est tout. Il est bon. Exactement. 15 bulletins. Non, mais ça fait que 14. Ça fait que 14. Il y a un qui est con, un qui... Voilà. Il n'est pas. Deux qui ont 15 voix et un qui a 14. Voilà. Alors, l'élection du suppléant, il y a la liste des suppléants. Nicolas Boisseau. Enfin, la liste, hein. Cyril Lecam et Colette Lopez.
15. Tu as un bulletin avec les 3 noms. Sont élus donc à la majorité absolue les suppléants Nicolas Boisseau, Cyril Lecam et Colette Lopez. Donc tout le monde se retrouvera le 27 septembre 2020 à la préfecture pour voter pour les sénateurs. Autre délibération. Maintenant, délibération, je vais demander à Pascal de parler de nos subventions en ce qu'il s'agit de deux types d'associations, les associations sportives et puis culturelles diverses, etc. Alors seuls sont annoncés ce jour les attributions de subventions des associations qui en ont fait la demande. D'accord. Donc l'amicale des boulistes, la boule en bois, 100 €. La PAM, plaisancier de l'Aiguillon-sur-Mer, 150 €. Accueil loisirs fauteuil lyonnais, 500 €. Atlantic Sliders, c'est le wake park, 200 €. Enfin, c'est l'association du wake park. Le club fauteuil gymnastique volontaire, 150 €. Le club nautique aiguillonnais et fauteuil, 150 €. Les coqs Hardy, 200 €. Cœur de mer, 150 €. L'USMTCL, c'est le football, 300 €. Golf de la Presqu'île, 300 €. La MJC, Maison des Jeunes et Culture, 2000 €. La pétanque aiguillonnaise, 100 €. La pétanque fautaise, 300 €. Le tennis club Côte de Lumière, 350 €. Le triathlon, Synergie événements, 1000 €. Vents et marées, 250 €. Le volley club, 100 €. Le week-end roller, 500 €. Le comité des fêtes de la Faute-sur-Mer, 500 €. L'écho du Pertuis, 300 €. Maquettiste Rive-du-Lait, 100 €. Un pont vers l'Europe, 100 €. Et Vocal Océane, 100 €. Voilà. Ok. Donc là, il y a des dépenses qui sont budgétées mais qu'on ne vote pas aujourd'hui, puisqu'on a anticipé le fait que certaines associations allaient nous demander des subventions, mais ils comptaient de ne pas voter des subventions alors qu'on n'en avait pas la demande. Mais on sait par anticipation qu'elles nous demanderont, donc dès qu'on recevra les demandes, on suivra. Et puis il y a eu aussi des arbitrages, puisque nous sommes dans une période qui nécessite des économies, et que déjà sur ces subventions, si on fait le total des subventions que l'on sera amené à faire et à donner, on gagne... On sera aux alentours de 10 000 €. On sera à 10 000 €, Ouais. alors que l'année dernière, nous étions à 11 670 €. Donc, il ne s'agit pas non plus d'empêcher les subventions et d'empêcher la vie des associations, bien au contraire, parce qu'on doit être là et le conseil municipal est là pour aider les associations et la vie associative. Pour autant, là, on a fait très attention, c'est-à-dire qu'on a demandé quels étaient les comptes de résultats des associations pour savoir qui avait de la trésorerie et qui avait besoin d'un BFR important. Et plus l'association était en difficulté, plus il était évident qu'on avait intérêt à aider. Et quand on voyait que le besoin de fonds de roulement était moindre, n'avait pas besoin, évidemment, là, on va commencer à revoir nos positions et on donnera le jour où l'association en aura réellement besoin. Quand on voyait des comptes où on avait des comptes bancaires pleins avec des grosses sommes, et quand on voyait le budget et le besoin de fonctionnement de l'année, et qu'on voyait que ces associations pouvaient venir sans problème tenir 3 ou 4 ans, on pensait qu'il n'y avait pas une priorité absolue. Donc ça n'est pas arrivé souvent, vous voyez qu'on a fait 1 600 € à peu près d'économie, mais c'est pas énorme. Voilà. Merci Pascal. Autre délibération, l'avis de la commune sur l'arrêt du schéma de cohérence territoriale. Donc, ah oui, il faudrait peut-être On n'a pas voté. On n'a pas voté.
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les subventions et les comptes de subvention sont votés. Je passe à la délibération avis de la commune sur l'arrêt du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, Sud-Vendée Littoral. Vous savez que depuis plusieurs années, la communauté de communes travaille sur ce sujet et a rendu sa copie. Il y a eu des enquêtes publiques, chacun a pu aller à ses rendez-vous. Aussi, il y a eu des réunions publiques pour exposer ce qu'était le SCOT. Je vous rappelle que c'est la dissolution du syndicat mixte du Pays du Luçon et la reprise de la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral sur le même périmètre qui a permis justement ce travail. C'est l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, que l'avis des communes membres de l'établissement public a été sollicité sur le dossier d'arrêt conformément à l'article L143-20 du Code de l'urbanisme, et que, considérant que cet avis doit être rendu dans un délai de 3 mois, on doit donner un avis à compter de la transmission du projet d'arrêt de schéma de cohérence territoriale, et qu'en l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable en l'application de l'article LR 143-4 du même code. Et bien, par délibération en date du 16 mars 2016, le comité syndical du Pays du Luçon a prescrit l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, dont les objectifs étaient les suivants. D'abord, de doter le territoire d'un outil de coordination et de mise en cohérence des politiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de mobilité et de préservation de l'environnement à l'échelle de notre pays. Maîtriser l'étalement urbain et favoriser un développement équilibré du territoire respectueux de ses identités rurales, de ses identités urbaines et littorales, reposant sur les liens entre la plaine, le bocage, la frange littorale, les cités de caractère, le marais, etc. Aussi, soutenir la mutation des activités économiques du territoire et accroître le potentiel de compétitivité et d'innovation qu'elles peuvent développer, notamment dans les secteurs de l'artisanat et du commerce. Le but aussi est de développer l'attractivité du territoire sur la base de ses potentiels et de ses complémentarités, notamment ceux et celles issus de la valorisation de ses patrimoines naturels et de ses patrimoines bâtis. D'encourager les coopérations et les partenariats infra et supra, et renforcer le positionnement de l'identification du Pays du Luçon au sein de son environnement départemental et régional. Et puis dernière mission, c'était de conforter la cohésion et construire un projet de territoire fondé sur les principes de développement durable. Eh bien, conformément à l'article L143-18 du Code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, a été débattu en conseil communautaire le 27 septembre 2018. Et puis, conformément à l'article, le même article, mais tiré 20 du Code de l'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale a été arrêté en conseil communautaire le 5 mars 2020. Donc, c'est récent. Il comprend les documents suivants: un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, un document d'orientation et d'objectifs, le DOO. En fait, vous voyez que c'est exactement la même chose qu'un plan local d'urbanisme, mais à une échelle plus grande, un bilan de concertation et des annexes. Et le conseil municipal donc, a reçu ces documents. Il a été travaillé pendant longtemps. Le fruit en est un schéma qui est extrêmement intéressant. Et le conseil est invité à donner son avis sur le projet de schéma de cohérence territoriale. Et je vous propose de donner un avis favorable à ce projet qui va être soumis à toutes les communes, mais qui a été arrêté il y a quelques jours. Voilà. Tu voulais parler? Juste un petit mot pour préciser que certains membres du Conseil des sages ont suivi l'élaboration de ce SCOT, qui est une longue procédure, comme vous venez de le dire, sur plusieurs années, et que c'est un des liens qui se tisse progressivement entre la commune d'Ascq-sur-Mer et la communauté de communes. Oui, c'est une longue procédure et puis c'est un long travail. Ce sont des ateliers, ce sont beaucoup d'ateliers avec des focales bien définies: commerce, développement, économie, énergie, voirie, transport. Enfin voilà, c'est vraiment un travail qui a été fait par des ateliers compétents avec des cabinets qui ont accompagné, avec des fois des désaccords en fonction des intérêts qui étaient extrêmement divergents entre des communes qui peuvent être
complètement rétro-littoral, nous des communes qui sommes plutôt littorales avec des enjeux qui ne sont pas les mêmes, des centres urbains, enfin, un centre urbain assez important, celui de Luçon, et effectivement les besoins, les commandes ne sont pas les mêmes et les perspectives avec le vieillissement de la population ne sont pas identiques quand on habite sur le littoral ou plutôt dans le rétro-littoral. On sait que plus on arrive sur le littoral, plus on a une population vieillissante avec de l'habitat assez grand, plus on revient sur le rétro-littoral, plus on a des habitations qui sont plus concentrées. Donc voilà, il y avait des enjeux qui n'étaient pas les mêmes, il a fallu mettre en accord 44 communes, 44 visions, parce que tout le monde n'avait pas des visions différentes, mais chacun se targue d'avoir des particularités, hein, c'est un bon truc, et puis en fait quand on voit l'habitat dans une région, on s'aperçoit que la particularité est, somme toute, on construit tous pareil, qu'on soit à Saint-Hermine ou ici, on a à peu près les mêmes maisons, voilà, mais tout le monde dit non, chez nous c'est différent. On a réussi à s'entendre, tout le monde s'est vraiment entendu, à concilier, même la faute a dû concilier sur certains points, mais en tous les cas, le schéma est pour le coup extrêmement cohérent, parce qu'on parle de schéma de cohérence, le schéma est vraiment cohérent. Voilà, si d'autres veulent prendre la parole, des questions? Eh bien, je vous propose de donner un avis favorable à ce schéma de cohérence territoriale. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie pour tout le travail qui a été fait, pour tous les acteurs qui l'ont construit, parce que ça viendra appuyer un peu plus la belle perspective que la communauté de communes a pour notre territoire. Merci. Autre délibération que je vais demander à Cyril de présenter, plus sur un schéma financier. Je te laisse la parole, Cyril, sur une décision qui est modificative, qu'on appelle numéro 1, au budget du port, parce qu'il y en aura d'autres, mais je te laisse présenter celle-ci. Je vais essayer de vous le présenter clairement, pour éviter compléter. Tu m'accordes combien de temps pour présenter? Le temps qu'il faut pour que tu sois à l'aise et que tout le monde comprenne. Alors, je vais commencer par l'introduction. On a, entre 2014 et 2017, un conseil municipal qui a mis en œuvre un projet de rénovation et de développement du port à la Faute. Pour ça, le projet, pour sa mise en œuvre, a été confié à l'agence de service aux collectivités locales de Vendée, qui est le maître d'ouvrage délégué. Donc, c'est un organisme qui est là pour s'occuper des opérations financières pour le compte de la commune. Globalement, la commune a budgété à peu près 4,2 millions de travaux. Pour permettre l'engagement de ces travaux par le maître d'ouvrage délégué, il a été avancé au maître d'ouvrage délégué 4 920 000, qui correspond au coût de revient des 4,2 millions plus la TVA. Il a déjà été versé à cette date 4 045 000 et donc il restera 875 000 à verser au maître d'ouvrage délégué. Aujourd'hui, la commune a comptabilisé 3,3 millions de factures et il restera à comptabiliser à peu près 900 000 € de factures pour ces travaux. La difficulté qu'a aujourd'hui la commune, c'est une difficulté qui est plutôt d'ordre comptable, puisqu'en fait, notre collectivité, vu sa taille, est soumise à ce qu'on appelle le plan comptable M14, qui n'est pas très adapté à la comptabilisation d'investissements qui sont engagés de manière pluriannuelle. Donc on n'a pas été comptabilisé directement les 4,2 millions qui étaient budgétés et financés pour le port. Donc la commune en a comptabilisé déjà budgété comptablement une bonne partie, mais il en manque un peu.
Et comment je vais vous expliquer la suite? Vas-y. Pas que je me perde. Pour l'instant, c'est bon. Donc, je vous ai dit qu'il restait 900 000 euros à intégrer de factures hors taxes. Il y a également une problématique de TVA. Aujourd'hui, il nous reste en budget comptable intégré en facture à peu près 310 000 euros. Et donc, il va nous manquer 780 000 euros de possibilité de comptabiliser l'investissement. Il est important de pouvoir les comptabiliser au fur et à mesure où le maître d'ouvrage délégué envoie ses flux de factures qu'il a lui-même payées grâce aux avances qui lui ont été versées, puisque cette intégration comptable va permettre pour la commune les demandes de remboursement de TVA sur les investissements qui ont été faits, donc de la TVA déductible à hauteur de 20% sur chaque facture. Cela va permettre également de demander le paiement des subventions qui ont été attribuées à la commune pour ce projet. Sachant que le paiement des subventions se fait par paliers successifs et que il faut atteindre ces paliers pour arriver à demander ces subventions. Ces subventions prennent en plus du temps à obtenir. Il y a des délais aussi pour obtenir les remboursements de TVA. Voilà. Donc il est important de pouvoir intégrer les factures d'investissement au fur et à mesure où le maître d'ouvrage délégué les envoie. Donc aujourd'hui, il nous manque 780 000 euros, 195 061 centimes de factures qui restent à comptabiliser. Ça paraît clair ça? Oui, en fait, on a un décalage entre le moment où... alors c'est très comptable, hein, c'est d'ailleurs compliqué à expliquer du coup. Ouais. En fait, il y a un décalage entre le moment où on peut engager et le moment où on reçoit. Ce qui fait qu'on a des paliers de 30, 65%, 80% des dépenses, et c'est à partir de ces paliers qu'on peut, nous, faire une demande de retour de subvention. Et tout pendant qu'on n'a pas atteint ces paliers, on dit non, vous n'avez pas assez dépensé pour pouvoir prétendre aux subventions qu'on vous doit. Donc c'est assez compliqué. Ce qui fait que des fois, on est obligé presque d'aller plus vite dans les dépenses pour pouvoir se faire rembourser de ce qu'on a déjà avancé. Enfin, c'est assez compliqué. Donc on est obligé de faire une sorte d'opération comptable qui nous permet de déclencher les subventions plus rapidement, d'autant plus qu'une fois que vous déclenchez ces opérations, vous avez des avances, après il faut attendre 6 mois, vous avez des intégrations comptables, il faut attendre après encore 3 mois, et après vous avez des recettes réelles qui arrivent. Donc des fois on est à 18 mois entre le moment où on pourra engager et le moment où on a la subvention qui arrive. Et c'est un peu abouti parce que ce qui permet de déclencher, c'est justement notre niveau de dépense. Voilà. Donc il faut qu'on soit à un niveau de dépense plus important que ce qu'on est pour pouvoir récupérer l'argent qu'on nous doit. Voilà. Donc là, on n'est pas sur une problématique de budget de travaux, on n'est pas non plus sur une problématique de paiement, on est vraiment sur une problématique de comptabilisation de ces travaux, comptabilisation qui est d'ailleurs envoyée par le maître d'ouvrage délégué. C'est ça. Donc on n'a pas non plus la main, donc on est vraiment sur quelque chose de purement comptable et d'absolument pas lié à du financement. La délibération qui est proposée, c'est de pouvoir donc comptabiliser aujourd'hui 780 000 euros en immobilisation. Et pour l'équilibre comptable des choses, il faut qu'on comptabilise en face un emprunt de 780 000 euros. Alors emprunt qui ne sera pas contractualisé sous forme de financement. Il s'agit juste de constater en fait sur cette ligne-là un décalage de trésorerie. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, on vous demande d'accepter justement cette écriture. Juste, on pourrait peut-être rappeler quand même que le port qui coûte 4,2 millions est financé à 78% par des subventions État, région et département, et que la commune prend en charge 915 000 euros, dont 800 000 euros ont été pris par un financement bancaire déjà auparavant. Donc, c'est là où on voit bien qu'il n'y a pas de besoin de financement. Il n'y a
par contre, c'est vrai que la commune doit assumer aussi des problématiques. L'avance de TVA de 839 000 euros, il faut aussi qu'elle l'assume, il faut qu'elle l'avance au maître d'ouvrage légué, il faut qu'elle l'avance, mais en même temps, ce n'est pas un coup de revient, c'est simplement des avances de trésorerie à faire qui lui sont ensuite remboursées. Voilà. Donc voilà, la commune l'assume très bien, mais simplement il nous faut aujourd'hui cette comptabilisation d'IMO pour pouvoir tout intégrer et faire ses demandes de remboursement et ses demandes de subvention. Voilà, et je vous demande d'approuver cette décision modificative qu'on vient de vous expliquer, qui méritait justement une explication un peu comptable. Merci Cyril. Donc c'est le métier dans le domaine public de t'être mis à la compta publique, dans le domaine privé de t'être mis à la compta publique, mais tu vois les joies. Et voilà, donc qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien merci d'avoir accepté cette modification. Merci Cyril. Il y a d'autres décisions modificatives, notamment au numéro 1 au budget de la commune, qu'il convient de prendre. C'est une décision modificative suivante afin de payer la dernière facture de l'entreprise SAET pour l'opération parking Pigeonne. Et vous allez voir que là on ne parle pas des mêmes taux, c'est l'aménagement du parking Pigeonne, il reste à crédit de 146,60 €. Et il faut que sur le compte R 458 201, qu'on appelle aménagement du parking Pigeonne, on puisse permettre de créditer une augmentation de crédit de 146,60 €. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Comme ça, on va pouvoir récupérer 146,60 €. Voilà. Une autre libération, un autre objet pour les marchés de travaux de redynamisation et de développement du port, toujours le lot numéro 3, l'aménagement paysager. Alors, je vous ai fait qu'on a l'entreprise Guy Desverdets qui a le lot numéro 3 pour un montant de 142 796,29 € hors taxe, et que par un avenant numéro 1 du 8 octobre 2020, il a été arrêté pour un montant de... Enfin, on a eu un avenant d'une moins-value de 29 303 € déjà, qui a amené le marché à 114 074 € et 15 centimes. Je vous dis des bêtises, parce que ça, c'est pas vrai. Là, on a une erreur. Il y a une erreur de virgule, c'est parce qu'on met 11 474, mais c'est 114 741,50 €, ça j'en suis sûr. Et pour faire suite aux demandes du maître d'ouvrage et aux aléas du chantier, il est nécessaire de passer encore un nouvel avenant ayant pour objet la réalisation de travaux en moins-value pour le lot 3 correspondant. Travaux en moins-value pour la suppression de clôture ajourée, qu'on ne fera pas. Des travaux aussi en moins-value pour la suppression de 2 barrières en bois simple battant qu'on ne posera pas. Et puis on a une petite plus-value pour fourniture et mise en place de portiques de limitation de hauteur. On a un remplacement de l'essence bois pour les portiques initialement en pin C14 en chêne. Et puis on a une modification du passage sous portique qui est passé à 5,50 m pour 5 m initialement. Alors tous ces allers-retours font que les factures se modifient. Et le montant du nouveau marché est de 111 695,64 €. Et le montant de l'avenant 2 s'élève à une moins-value de 2 978,51 €, soit une évolution totale d'une moins-value de 32 281 €, représentant une baisse de 22,42% du montant du marché initial sur ce lot-là. Donc là, on a fait des économies à hauteur de 32 281 € hors taxe. Et je vous demande d'accepter cet avenant et cette délibération. Donc qui a des questions d'abord? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Cet avenant numéro 2 est donc accepté. Et puis toujours sur le port, là on a l'avenant numéro 4 des marchés de travaux de redynamisation du port, notamment pour la voirie et les réseaux divers en lot numéro 2. Donc je ne vais pas tout vous refaire, mais là pareil, on a donc des travaux d'extension du parking face à la cale pour la rotation des bateaux. On a des travaux de création de réseau pour le raccordement sur les unités de traitement, des travaux de reprofilage de terrain avant les espaces verts, et puis des notifications de prix nouveaux. Et là, pour le coup, le montant des nouveaux marchés
du nouveau marché est de 452 945 euros. Le montant de l'avenant numéro 4 s'élève à 13 442 euros, soit un total de travaux supplémentaires de 58 996 euros et 68 centimes hors taxe, donc à peu près 60 000 euros, qui représente là pour le coup cette fois une hausse de 14,97% du montant initial du marché. Sachez que nous sommes toujours, à chaque fois, hein, il y a des allées et des retours, mais nous sommes toujours dans le budget initial. C'est-à-dire qu'on est toujours, on ne dépasse pas le budget initial. On avait beaucoup baissé, maintenant on remonte celui-ci. Et le conseil municipal, il va falloir que vous prononciez justement pour autoriser et m'autoriser à signer l'avenant numéro 4 du lot numéro 2, c'est-à-dire voirie et réseaux divers, et faire des dépenses correspondantes. Est-ce que sur ce deuxième avenant, il y a des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci, cette délibération est donc acceptée. Autre sujet, nous arrivons à la modification que l'on doit faire dans la composition de la commission de service public. Vous savez que lorsque nous sommes installés, juste après, on avait délibéré concernant la commission des services publics et nous avions précédemment voté pour 5 membres qui ont été élus lors de la délibération du 19 mai 2020. Et il y a donc lieu d'annuler et de reprendre cette délibération, puisque ce n'est pas 5 membres titulaires, c'est 3. On en avait 2 de trop. Donc tout à l'heure, aujourd'hui, tout le monde a démissionné. Et donc on vous propose maintenant, considérant que la commission de délégation de service public est composée, outre le maire président, de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus en son sein par le conseil municipal au scrutin de liste selon le système de représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni faute préférentielle. On a donc décidé d'annuler et reprendre la délibération du 19 mai 2020, de procéder à l'élection des 3 membres titulaires et 3 membres suppléants de la commission de délégation au service public à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Alors, se sont présentés et ont fait acte de candidature M. Patrick Collin, Mme Sandrine Less et M. Nicolas Boisseau en tant que titulaire. J'ai une question. Est-ce qu'il faut procéder au même vote ou On peut le procéder en une seule fois. en une seule fois? Et c'est à bulletin secret ou... Non, je regarde juste après, c'est quelque chose qui va y aller. Ah oui, ok, d'accord, très bien. Et se présente en tant que suppléant Madame Colette Lopez, Monsieur Pascal Labreteau et Madame Marie-Thérèse Tareri. Et je propose à l'Assemblée délibérante de ne pas procéder au scrutin secret pour l'élection des membres de la commission du service public, dans la mesure où aucune disposition du Code général des collectivités territoriales s'y oppose. Quelqu'un à ce sujet est-il contre? Est-ce que vous préférez le scrutin contre le vote à main levée? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Alors on va procéder au vote à main levée. Alors, d'abord pour les titulaires, je vais vous demander de vous prononcer pour les titulaires, membre titulaire, monsieur Patrick Collin, madame Sandrine Less et monsieur Nicolas Boisseau. Alors là, on va le faire positif. Qui est pour? Voilà. Et pour les suppléants, madame Colette Lopez, monsieur Pascal Labreteau et madame Marie-Thérèse Tareri. Qui est pour? Eh bien, messieurs, dames, messieurs les titulaires sont monsieur Patrick Collin, madame Sandrine Less et monsieur Nicolas Boisseau. Et madame Colette Lopez, monsieur Pascal Labreteau et madame Marie-Thérèse Tareri seront leurs suppléants respectifs. Merci pour eux, félicitations à tout le monde. Vous êtes dans la commission des services publics, 3 titulaires, 3 suppléants, et nous sommes revenus dans la légalité. Alors pareil, toujours pour revenir dans la légalité, lors de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, donne au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire certaines des attributions de l'Assemblée. Toutefois, lorsque vous m'avez donné pouvoir sur certaines délégations, l'alinéa 26 de cet article précise que les conditions de cette délégation doivent être précisées par le Conseil, et nous ne l'avions pas précisé, c'est pourquoi il est nécessaire de compléter cette délibération en complément de la délégation du Conseil municipal
au maire prévue à l'article de l'alinéa 26 de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Alors, ça donne quoi? Ça donne que l'article est changé. Vous avez dit donne délégation au maire pour la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Article 26, de demander à tout organisme financier l'attribution de subventions. Et maintenant, il faut rajouter, quel que soit l'objet, dans la limite d'1 million d'euros. Donc, l'article 26 dit maintenant de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, quel que soit l'objet, dans la limite d'1 million d'euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On décide qu'en cas d'empêchement du maire, cette délégation soit exercée aussi par le premier adjoint. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Autre sujet. Alors, autre sujet, je sais pas, Cynthia c'est moi qui l'ai, j'ai cliqué dessus. Voilà. Par contre, je ne sais pas si j'ai la nouvelle. Je vais dire ça. Ouais, d'accord, très bien. Voilà, en fait, c'est pour l'acquisition d'une parcelle, d'un terrain nu, qui est une petite parcelle, qui s'appelle la parcelle A. C'est I ou L? C'est AI. AI, oui, excuse-moi. AI 1565. Que la commune veut acquérir une petite parcelle en vue d'anticiper le réaménagement du cimetière. C'est une petite parcelle qui est juste derrière le parking du cimetière. Il faut que vous sachiez que le parking du cimetière fait partie de l'emprise du cimetière. Et donc, derrière le parking du cimetière, il y a une petite parcelle qu'on va racheter parce que le cimetière, vraisemblablement qu'un jour, il faudra quand même l'agrandir. Et donc, on anticipe un peu. Le prix d'achat de cette parcelle, d'abord la collectivité a fait parvenir une offre d'acquisition à monsieur et madame Louis Morteau, situé au 108 boulevard du Lait. On leur a fait une proposition. Le prix d'achat est fixé à 1,50 € du mètre carré. Ce prix correspond à un terrain dont la situation, au regard du risque de submersion, est inconstructible. D'ailleurs, c'est un terrain qui est complètement inconstructible, hein, en zone rouge, et interdit tout lieu de vie, y compris de camping-caravanie. Et suite à notre proposition, monsieur et madame Louis Morteau, qui habitent au 61 rue de la Croix à Échiré, ont accepté notre offre qui concerne la parcelle cadastrale et qui représente une superficie de 376 mètres carrés pour un montant de 564 €. Donc les frais de notaire seront évidemment à la charge de la collectivité et on vous demande de vous prononcer sur cette acquisition pour un prix total de 564 € et de me permettre d'engager des démarches auprès du notaire et de signer tous les documents qui se rapportent à cette acquisition. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour cette délibération d'acquisition de parcelles de terrain nu. Et puis là, c'est une vente, on vend notre matériel, on vend une épave d'un quad appartenant à la commune à un particulier. Alors, je vous informe que le conseil municipal, enfin plutôt, je vous informe tous que dans le cadre du renouvellement du quad pour les plages, le quad qu'on avait immatriculé et acquis en 2009 a été mis à la vente. Donc en 2009, il a eu sa vie. Hein. Et je vous précise que la commune a reçu une offre de reprise qui s'élève à 500 € et que je vous propose de me permettre de vendre et de sortir de l'inventaire de nos véhicules ce fameux quad à compter du 1er juillet 2020 et valider la cession du véhicule pour un montant de 500 €. Et évidemment de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette dernière délibération. Je n'ai pas d'autres délibérations à vous proposer. Je regarde, je vérifie quand même avant. Non. Est-ce qu'il y a des questions avant que je donne la parole au public? Des sujets? Non?
population à propos du 14 juillet, parce que je pense que beaucoup avaient cru comprendre qu'il y aurait... D'accord, alors tu as raison, merci Marie-Thérèse de parler de ça. J'ai annoncé via les réseaux, et je l'annoncerai via la newsletter, la bonne nouvelle qu'on a reçue il y a 48 heures, 24 heures. En retour de la préfecture, nous avions déposé une demande auprès de la préfecture en proposant un protocole sanitaire assez strict dans le cadre de notre programme d'animation d'été et en suivant les prescriptions du décret qui nous avait été proposé. Vous savez que sur la voie publique, seuls les regroupements de 10 personnes peuvent de moins de 10 personnes peuvent se faire et que par dérogation, et par exception, on peut imaginer des regroupements jusqu'à 5000 personnes, 4999 personnes, mais par dérogation et acceptation de la préfecture et de monsieur le préfet. Et que lui s'était positionné, notre préfet, très clairement, en disant écoutez, 5000, ce ne sera même pas en rêve. Lui, sa proposition, c'était plutôt aux alentours d'une jauge de 300 à 440 personnes. Et donc, sachant cela, sachant aussi les prescriptions qui nous étaient imposées, j'ai demandé aux services qui l'ont fait, pour l'ensemble de notre programme, de voir quelles étaient les animations qui pouvaient rentrer dans le cadre de ce qui était acceptable pour la sécurité sanitaire de la population et faire en sorte qu'en même temps, elle puisse bénéficier d'un été festif. On a donc dégradé le programme d'animation d'à peu près 35% de sa programmation en ne gardant ce qui rentrait dans la jauge et ce qui nous permettait en tous les cas d'être à peu près sécurisés sur des animations entrant dans le cadre des règles de notre protocole. Nous avons ensuite proposé un protocole qui, pour être clair, se déroulera autour d'un programme d'animation zoné place Dudy et, je dis bien, le terrain de pétanque de la place Dudy, et permettant justement d'avoir une jauge évaluée à 400 personnes au spectacle le soir, en sachant que si vous êtes un groupe déjà constitué, là les règles de distanciation ne valent pas, mais par contre si vous venez à 2 plus 2, bah, il faudrait être à mettre chacun les uns les autres. Donc c'est un peu compliqué à organiser, mais voilà, donc on a expliqué comment on allait faire, c'est un peu rock'n'roll, parce qu'on s'est aussi appuyé sur les usages. C'est-à-dire que l'année passée, nous avions 2 personnes qui s'occupaient de la mise en place des activités, de rendre des images, des photographies de chacune des soirées. Et donc on a regardé ce qui s'était passé à l'usage, à la faute l'année passée. Et on s'est rendu compte que grosso modo, on était dans cette jauge-là, c'est-à-dire 300, 200, suivant les soirées, s'il fait froid, pas froid, etc., 400, 450, donc voilà. Et on s'est rendu compte qu'on dépassait rarement, et donc la préfecture l'a vu aussi, et nous a permis tous ces concerts Place Dudy, ou toutes ces animations, ou des animations mobiles, c'est-à-dire qui refont la rue, etc. Donc dans ce cadre-là, je vous dis, on n'a pas pu passer toutes nos animations, on a dégradé, donc quelque part on fait des économies, mais on aurait préféré pas les faire, puisqu'on avait vraiment un programme. Je vous rappelle, hein, c'était le programme qu'avait voulu Bernard Leclerc, notre ami Bernard Leclerc, qui s'appelle Soirée Presqu'île, et qui se veut dire chaque soir à la Faute-sur-Mer, une animation. Bon, alors chaque soir à la Faute-sur-Mer, il n'y aura pas forcément une animation, mais on n'en sera pas loin, parce qu'on a réussi aussi à travailler avec les associations. Et donc ce protocole a été accepté par la préfecture. Je crois même qu'on était les premiers à déposer une demande avec un protocole défini. Et d'après ce que je sais, nous étions hier les seuls à l'avoir fait. Et donc la réponse nous a été donnée par le préfet rapidement. Je le remercie, parce que ça nous a permis d'annoncer hier qu'on ferait la fête à la Faute-sur-Mer, mais évidemment, en respectant les gestes barrières, parce que, je le rappelle, ce qui nous permet cette liberté, c'est le fait que le virus se transmette pas facilement ici. Le jour où il va se transmettre facilement, eh bien, on reviendra à des prescriptions qui seront plus dures, plus raides, et la liberté qu'on a aujourd'hui n'existera plus. Donc si les gens veulent que
continuer à passer des belles soirées ici, qu'ils fassent attention, qu'ils portent leur masque, même si certains, j'ai entendu la rue, disent que c'est ridicule maintenant. Ce qui est ridicule, c'est de mourir pour avoir pensé qu'à un moment donné, on était ridicule. Donc voilà, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir avoir des animations. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir encore faire attention aux autres et pas poustiner dans le visage des autres et essayer de garder à l'esprit que bien se comporter au niveau sanitaire, c'est sauver des vies. Et pour le 14 juillet, merci de me rappeler l'essentiel, parce que la question c'était ça. Dans la réponse, Marité, on a eu quand même, c'était clair, oublier toute idée de tirer des feux d'artifice pour les communes littorales, ça ne veut pas dire, je ne sais pas ce que ça veut dire pour les communes rurales ou les communes des terres. En tous les cas, pour les communes littorales, c'était comme ça que c'était écrit, il fallait qu'on s'attende absolument à aucune autorisation, en tous les cas pour le mois de juillet. J'ai anticipé en disant que le mois d'août devrait avoir la même config, mais le sous-préfet nous a quand même dit de refaire une demande au cas où en août. Donc pas de feu d'artifice à la faute le 13 juillet. On fera tout ça. On fera de l'animation. Et bien pourquoi pas. Non mais on a la fête de notre village. Je sais pas. Ben si. On peut faire la fête de notre village quand même, c'est le 15 septembre. Enfin, ou 16, je ne sais plus. Il faudra que le comité des fêtes l'organise. C'est le 3e semaine de septembre. Il faudra que le comité des fêtes l'organise. Tout le monde, on va organiser ça. T'as vu à la rapidité, on organise des animations. T'as affaire à une équipe de choc. Ouais. Donc voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Autre question? Ou sujet? Je ne veux pas prendre la parole puisque j'avais fait la fois dernière à propos de l'épidémie. Ça a été transcrit et lu dans le compte rendu de la séance. Mais la prudence dont témoignait mon propos n'est que confirmée. Quelques 3 semaines ou 4 semaines plus tard. Vous avez lu, comme tous, la position du Conseil scientifique auprès de la présidence de la République. Il est fortement considéré la possibilité d'avoir un rebond ou une deuxième vague à la rentrée. Et à coup sûr, cette hypothèse dépend de la capacité que les populations respectent ou pas les gestes barrières. Ce qui mérite d'être dit, qui est presque rassurant, j'étais cette semaine au conseil de surveillance de l'ARS et bien sûr la séance a été quasiment exclusivement consacrée au Covid. C'est qu'il semble que la migration estivale, qui est un point qui concerne les Pays de Loire fortement, puisqu'on a une côte qui va depuis la Loire-Atlantique à la Vendée de plusieurs centaines de kilomètres, et que la migration estivale n'est pas un facteur démontré pour l'instant d'augmentation, en particulier de celle qu'on a évoquée tout à l'heure. Bien sûr, on lit tout particulièrement dans nos journaux régionaux que le département de la Mayenne est particulièrement exposé en ce moment et se singularise, si je peux dire, par des clusters très, très importants. Le département de la Mayenne n'est pas un département littoral que je sache, et donc d'autres facteurs jouent dans cette perspective et dans cette augmentation. Mais ce n'est pas l'immigration estivale. Probablement parce qu'on commence à mieux affirmer que ce n'est pas du tout pareil d'être en collectivité à l'extérieur et versus en collectivité fermée. Et que la grande précaution qu'il faut avoir, c'est dans les rayons fermés, où effectivement, même là, vous voyez, on arrive à être quand même à peu près à 1 mètre les uns des autres, et que l'enjeu est là. D'ailleurs, à ce propos, j'annonce que je prends un arrêté pour que dans tous les bâtiments publics de la commune, on porte un masque obligatoire. Oui. Parce que je trouve pas normal d'exposer. Moi, je croyais franchement que
les gens seraient plus prudents. Je vois les gens défiler auprès de nos agents et nos collaborateurs sans aucun problème. C'est-à-dire qu'ils sont en vacances, c'est la liberté. Et je le comprends, ils ont besoin justement d'être un petit peu justement dans cet esprit de liberté. Mais voilà, j'impose maintenant que dans les bâtiments publics et communaux, le port du masque soit obligatoire. Voilà, je l'avais fortement recommandé sur le marché. Oui. J'ai fait faire, c'est Sandrine qui s'est mis à la manœuvre là-dessus, j'ai fait faire des bannières pour qu'on indique aux entrées du marché quelles étaient les règles sanitaires, des grandes bannières. Et je vois que ça ne suffit pas, donc je vais être un peu plus raide. Et c'est pas pour embêter les gens, c'est surtout pour protéger les autres. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je laisse la parole maintenant au public. S'ils ont des questions, ils n'ont pas de questions, eh bien je lève la séance du conseil municipal. Je vous remercie, chers amis, et je vous dis à tout à l'heure. Je vous rappelle que nous allons à 19h15, nous retrouvons pour la présentation des équipes d'été, des saisonniers, qui font un gros boulot, qui vont avoir eux aussi un gros boulot, parce que les gens sont un peu nerveux. Ils ont besoin de se lâcher, on les voit, il y a vraiment de la nervosité, donc il va falloir qu'ils utilisent de pédagogie pour faire en sorte que chacun puisse passer de bonnes vacances dans un climat serein, apaisé, bienveillant. Et pour eux, ça va être un boulot, donc on va aller les féliciter, on va leur recommander 2 ou 3 choses. Et puis j'ai vu qu'ils s'entraînaient ce matin au sauvetage avec des bouées flottes, avec des exercices de sortie d'eau, avec les pompiers, avec les CRS. Voilà. Donc on va aller les voir, on va les écouter et on va leur souhaiter un bon courage tout à l'heure à partir de 19h15. Et ce soir, il y a, ça c'est au pavillon des Dunes, et à partir de 21h30, on a notre premier concert en mode Covid qui sera place du Die. C'est À tout trèfle qui est un jeune groupe qui fera un peu de musique, enfin qui va faire son concert. Et comme on a su il y a à peu près 24 heures qu'on avait notre programme d'animation qui pouvait être de façon dégradée, mais pas dans la qualité, dans la quantité, on a sorti un premier jet de guide de nos animations et une grande affiche qu'on va pouvoir donner aux commerçants qui me le demandent, parce qu'eux ont vu cette arrivée de cette nouvelle comme une très bonne nouvelle pour eux, puisque ça fixe aussi les touristes et ceux qui aiment la presqu'île, ça les fixe chez nous. Merci beaucoup, c'est que vous faites des paraffaires pendant qu'ils nous discutent. Voilà. Ah, et puis un mot important, vous allez voir place du Die, des fanions qui ont été faits, là ça sera, on va mettre ça ce soir sur les réseaux, c'est déjà fait, j'ai déjà fait le truc pour les réseaux sociaux, des superbes fanions qui ont été posés place du Die, fabriqués par nos couturières et nos couturiers bénévoles qui ont fait un boulot dingue, qui ont fait plus de 800 fanions, qui après les ont posés sur un cordon, on appelle ça comment ? Un galon, parce que voilà, un galon. Et les services, alors d'abord merci à ces bénévoles, on est dans la veine et dans la fréquence de ces gens toutes ces personnes qui nous ont aidés pendant le confinement et après le confinement. Donc ça c'est la solidarité fauteuil, c'est la conciergerie. Et toujours dans cette fréquence, Marielle avait dit, voilà, il y a des gens qui me disent, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc Marielle avait trouvé avec je ne sais plus qui cette idée-là, en tout cas peut-être je laisse la paternité à ceux qui ça ils se reconnaîtront de cette bonne idée. Et moi j'étais vraiment favorable, je ne voyais pas trop le truc au début, puis j'étais vraiment favorable, mais puis après j'ai compris. Et donc on a embelli la place du Die, et aujourd'hui, si vous allez place du Die, vous allez voir les fanions qui sont tendus grâce au service technique. Et moi je trouve ça très très chouette de tenir à des principes de déco qui sont super beaux, parce que allez voir, je ne sais pas si le public a été voir, mais c'est... et c'est du recyclable. Recyclage et recyclable. Voilà, donc on est dans notre fréquence à la flotte à faire des belles choses, des trucs sympas. Je ne sais pas quelle sera la prochaine idée de Marielle, mais voilà, on vous dira. En tous les cas, merci aux couturiers et aux couturières qui, encore une fois, ont fait le boulot et de belle manière. Il y a des photos où on avait ici, sur ces tables-là, tous les fanions. On dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On avait
d'État, et c'était un patchwork magnifique. Voilà, ça fait plaisir ces petits moments-là, et en plus ça sert parce que ça embellit la commune. Et puis j'en profite pour vous remercier les élus qui ont pris pelle, balai pour se taper 200 mètres de haut de digue, de chemin de haut de digue, en ampoule, mal de dos, enfin voilà, il y a toujours dans mon pays, voilà, et qui on s'est tous mis à l'œuvre, et voilà, c'était sympa. Sous les encouragements de Pascal, c'était Pas de quoi. c'était génial. Donc merci à vous parce que ça a été un moment d'abord qui a servi les autres, puisque maintenant, je vous rappelle qu'en haut de digue, les poussettes, les mamans peuvent pousser leurs enfants parce qu'avant elles ne pouvaient pas, les vélos passent, les poussettes passent, les personnes dans la mobilité réduite peuvent passer. Alors ça a provoqué un autre truc, c'est que maintenant il faut qu'on aille peut-être un peu plus loin parce que les personnes à mobilité réduite peuvent passer, mais elles en devraient un peu plus, ce qui est normal. Peut-être que, c'est un vrai sujet, hein, il va falloir qu'on se penche là-dessus parce que tout le monde doit pouvoir profiter de la piscine. Et voilà, en tous les cas, merci à vous les élus parce que c'était un bon moment et puis ça a servi surtout, ça sert à l'intérêt général. Et donc merci à vous, je vous dis à tout à l'heure et puis peut-être à ce soir, en tous les cas, j'en trouverai certains visages au concert pour voir comment ça se passe et qu'on fasse un peu de régulation s'il faut. Merci à vous tous.